cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, lundi 16 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. L'actualité internationale nous traînera tour à tour au Soudan. Nous aurons une escale du côté de l'Afrique australe pour parler de la dernière visite du secrétaire général des Nations Unies au Lesotho et en Afrique du Sud. Nous allons faire une autre petite escale du côté de la France pour parler de François Bayrou, qui est désormais Premier ministre en France. Et nous allons terminer par la Turquie. Pour en parler cet après-midi, Hamzat Abdoulaye. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Ça va? C'est un plaisir renouvelé d'être là. On retrouve le plateau habituel. Hein? Bien sûr. En face d'Hamzat, nous avons Joël. Bonsoir Joël. Bonjour Tatiana, bonjour Hamzat. Je vous laisse présenter le troisième. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Alors, le décor ainsi planté, Soudan, livraison d'armes dans la guerre soudanaise, les Émirats arabes unis encore pointés du doigt, une guerre qui semble s'éterniser et qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai nommé la guerre soudanaise. Hamzat. Oui, c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux depuis maintenant une année et quelques mois. Et c'est d'autant plus dramatique que les principaux concernés ne veulent pas entendre raison. Les deux parties belligérantes continuent dans leur vision mortifère de continuer à s'affronter, quitte même à mettre en péril la vie des civils. C'est ça le drame du conflit au Soudan. La deuxième chose, c'est l'attentisme du regard international ou du monde international, en commençant déjà par le continent lui-même, le continent africain. Quand vous prenez l'Union africaine qui est tout de même censée avoir de la voix au sein de ce conflit pour tout de même proposer des pistes de solutions, eh bien vous ne voyez absolument rien du tout. Et hors du continent, quand on prend l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les États, je vais dire, surpuissants, en griffe, qui tout de même pouvaient avoir un poids décisionnel dans ce genre de conflit, eh bien, on ne voit absolument rien du tout. Au lieu de voir quelque chose, on voit une autre face, c'est-à-dire on voit ces organisations qui contribuent peut-être, je vais dire, pas directement, mais beaucoup plus indirectement, à ce que le conflit devienne de plus en plus violent ou encore s'éternise. Parce que ne rien faire, finalement, c'est faire quelque chose ou que les choses ne bougent pas. Et ça, c'est dramatique. Et la dernière phase de mon analyse sera surtout concentrée à l'implication des Émirats arabes unis, d'une part, et de l'Égypte, d'autre part. Je pense que nous sommes aussi face à un affrontement qui ne dit pas son nom, un affrontement par procuration, qui veut redéfinir la géopolitique dans cette sous-région, parce que le Soudan, on sait que c'est un espace clé, c'est un espace qui regorge énormément de ressources minières, qui regorge d'or, qui regorge de pétrole, et créer l'instabilité, ou du moins l'alimenter, c'est une façon d'en profiter sur le long terme. Et ça, c'est aussi une vision mortifère que nous offre cet affrontement géopolitique par procuration entre les Émirats arabes unis d'une part et l'Égypte est alliée d'autre part. Alors, je me retourne vers vous, Joël. Nous savons que depuis le départ de El-Béchir, l'ancien homme fort du pays, le Soudan est entré dans ce brasier. Est-ce que ce n'est pas une façon de quelque part aussi de dire oui, c'était un dictateur, mais quand même, quand il était là, il y avait quand même certaines
un certain calme apparent qui règne. Oui, on se surprend à penser que sous le général El-Béchir, la question était un peu plus simple. Et c'est vrai, il y avait malgré tout le problème du Darfour, où il y a eu génocide, où il y a eu des exactions intolérables. Mais là, on a passé une escalade avec l'implication, comme Atad venait de le dire, des puissances sous-régionales. Et que ce soit l'Union africaine, mais également le monde arabe dont tous viennent. Enfin, je pense que le Soudan se revendique du monde arabe. On s'étonne de cette espèce de silence coupable et de détournement pudique du regard, alors que ce qui se passe est horrible. Et non, il n'y a pas menace sur la vie de la population. La population est déjà prise en otage, martyrisée. C'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Et avec ce déploiement, ce déferlement d'armes, ce n'est pas des armes rudimentaires, c'est des armes sophistiquées. On parle de drones de dernière génération, de drones armés, de missiles montés en Arabie et aux Émirats arabes unis. D'accord, peut-être que ce n'est pas eux, mais un commerce odieux se fait sous leurs yeux. Et à l'évidence, des rapaces sont là en train de vouloir se jeter sur ce qui reste des dépouilles des Soudanais ou de ce pays-là, pourtant très riche, très peuplé, très vaste, qui a tout pour être un État dynamique et porteur. Et le Tchad, même qui n'est pas sorti d'affaires, semble être mêlé à l'affaire. Et bon, donc, allez-y comprendre quelque chose. Moi, je m'étonne de l'indifférence du monde par rapport à la question soudanaise. Alors, je me retourne vers vous, Morgane. Ça fait quand même 10 ans que le président Béchir est parti. La guerre a commencé. Et là, on est en train de pointer un doigt accusateur vers les Émirats arabes unis par rapport à la livraison d'armes. Moi, je vous pose la question de savoir pourquoi cet intérêt des Émirats arabes unis dans cette guerre soudanaise. Oui, déjà il faut comprendre que les Émirats arabes unis en tant qu'État, sur un point de vue géographique, ne sont pas très éloignés du Soudan. Et il faut aussi rappeler que l'intérêt des Émirats arabes unis se retrouve à bien des égards, du même que l'intérêt des États-Unis, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis aussi jouent un rôle dans cette guerre. Et rappeler aussi qu'en dehors des États-Unis, on a l'Arabie saoudite qui aussi joue un rôle. Donc je pense que c'est un principe, d'abord il y a un principe naturel qui joue un rôle au nom du pétrole, c'est ça? Pour que le feu continue de brûler, il faut qu'il y ait des mécanismes pour renforcer le processus. Il faut y mettre soit du bois, soit c'est du charbon qu'on y ajoute, pour que ce feu puisse tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les deux parties sont soutenues d'un point de vue de part et d'autre, pas des acteurs externes. Ce ne sont pas des acteurs internes qui soutiennent ces partis, mais ce sont des acteurs externes. Et ce sont ces acteurs externes qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours à parler de ce conflit, même si on ne prend pas des dispositions pour l'éteindre. Tout simplement à cause du jeu des intérêts. Et ce jeu des intérêts, une fois de plus, moi je ne suis pas du tout surpris, parce que quand on se met dans une logique étatique, dans une logique des acteurs de la scène des relations internationales, ce sont des acteurs qui sont dépourvus d'émotion. Il faut dire que l'émotion, un État n'a pas d'émotion. C'est ce à quoi on assiste depuis des lustres quand vous regardez l'histoire des relations internationales. L'État est dans une perspective rationnelle et d'intérêt. Ils sont même capables de créer un conflit de toutes pièces, de nourrir ce conflit de toutes pièces, afin que leur mécanisme économique puisse prospérer. Parce qu'on a vu, les armes sont bien fabriquées quelque part. Ouais. Et on sait ce que vaut un drone de cette envergure. C'est beaucoup d'argent. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe au Soudan, c'est simplement parce que ceux qui ont intérêt à ce que cela continue pour que leur économie ou leur mécanisme continue d'être protégé, ils y mettent de l'eau, ils ajoutent de l'eau à ce moulin. De l'autre côté, ceux qui ont intérêt à ce que cela ne dure pas n'ont pas
techniquement et stratégiquement les capacités de mettre fin à ce qui se passe. On a abordé la notion de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine en tant qu'idéologie devrait pouvoir faire quelque chose. Mais pas seulement l'Union africaine et la Ligue arabe également. La Ligue arabe... Le Soudan est membre de la Ligue arabe. Et je peux vous dire que le comportement des Arabes est très compréhensible. Parce que quand vous regardez les Arabes, le monde arabe aujourd'hui, par rapport même à ce qui se passe de l'autre côté d'Israël et de la Palestine. Vous comprenez qu'il ne s'agit plus juste d'être arabe, mais il s'agit de se poser la question où se trouve l'intérêt de ces pays arabes. Cet intérêt, c'est du côté techniquement et économiquement des États-Unis, qui ont su quand même mettre là une influence considérable. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une perspective aussi de restructuration géopolitique qui font que chacun se garde de s'impliquer dans une situation qui pourrait remettre en cause ses intérêts sur la scène internationale. Comme voilà quoi, un peu. Comme quoi, Seigneur, préserve-moi de mes ennemis, de mes amis, de mes ennemis, je m'en cherche, c'est ça? Voilà là où on se trouve. Aujourd'hui. Et on ne peut pas en vouloir à l'Union africaine parce que déjà en tant qu'entité, elle ne reflète pas forcément ce qu'elle devrait refléter parce qu'elle-même en tant qu'institution dépend de beaucoup d'acteurs qui ne lui permettent pas de prendre des décisions dans ce sens. Et ce n'est pas la première fois que l'Union africaine se retrouve face à une situation où elle ne se prononce pas, où elle n'agit pas. Parce qu'il faudrait qu'elle soit capable d'agir ou de se prononcer, ce qui remet même en cause l'utilité de cette entité aujourd'hui dans le cœur d'un certain nombre d'acteurs ou d'analystes. Mais je pense qu'il va falloir mener la réflexion et peut-être inciter à une prise de décision sur la base d'une prise de conscience d'autres acteurs étatiques de l'Afrique. Alors, je voudrais quand même qu'on ne détourne pas si pudiquement que ça le regard des velléités impérialistes de certains pays arabes et finalement de leur morgue. C'est Hamza qui parlait de morbidité. Et qu'est-ce que ça leur dit? Et Morgane vient de parler du manque de sentiments. D'accord, on n'en est pas là, mais où sont nos intérêts pendant qu'on y est? Et la question du terrorisme, au moins en Afrique de l'Ouest, mérite d'être reposée dans toutes ces dimensions. Et d'où viennent les moyens pour ceux qui agissent? Et on ne doit pas se détourner de la réponse qui est presque toute connue, mais qu'on veut éluder. Et on ne peut pas, au nom de quelque aide qu'on recevrait de ces pays-là, et se taire sur ce qui menace complètement la survie de nos pays. Il est temps que des voix s'élèvent. Et si ce n'est pas de l'Union africaine, au moins de l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'on pose clairement les questions qu'on appelle un chat, afin de ne pas être contaminé par ces velléités morbides. Alors, je me retourne vers vous tout à l'heure dans votre prise de parole. Vous avez parlé d'ingérence, aussi bien des Émirats arabes unis d'une façon ou d'une autre et du Tchad. Alors, je vous demande je pose la question de savoir, est-ce que le fait que le Tchad soit indexé dans ce conflit-là, est-ce que ça arrange forcément les choses du côté du Tchad? Et alors, pourquoi soutenir la rébellion au détriment de l'armée régulière? Parce que c'est le constat qui est fait dans ce conflit. On constate que les rebelles ont quand même du répondant. Alors, le président tchadien Mohamed Déby, devenu désormais donc maréchal, n'est même pas un président légitime jusqu'à l'heure. Et s'impliquer dans le conflit soudanais... Monsieur l'expert en relations internationales. Je me pose beaucoup de questions par rapport à cette implication qui, pour moi, semble tout de même douteuse en réalité. Parce qu'autour du Tchad, il n'y a que des conflits. Le Tchad est ouvert à un grand nombre de conflits. En Centrafrique, il y a la position des rebelles. En Libye, également au nord du Tchad, au nord-ouest, il y a la position des rebelles tchadiens, soutenus par plusieurs branches armées d'ailleurs. Et le Darfour également, on n'en parle pas suffisamment, mais le Tchad et le Soudan ont eu cette histoire très difficile, parfois alimentée par des colonnes rebelles qui traversaient les deux parties. Et ça, ce n'est jamais terminé. Et s'impliquer maintenant dans un conflit, de contexte plutôt de guerre civile, parce que moi j'appelle ça une guerre civile. C'est quand même étrange pour un président, un maréchal, un néo-maréchal,
Un nouveau maréchal, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a été... Oui, il y a quelques jours, qui n'a même pas encore une légitimité en tant que tel pour gouverner son pays. Il s'est au moins battu sur le terrain. D'accord, il s'est battu sur le terrain, mais son pays est morcelé. Il y a les factions rebelles au nord avec la Libye qui n'ont pas dit le dernier mot. Et eu égard aux actualités, il a renvoyé la base américaine, enfin tous les militaires américains et récemment les Français. À quel intérêt? Est-ce uniquement dans le cas de servir maintenant les Émirats arabes unis ou de renouer un nouveau type de partenariat qui lui garantisse en réalité la longévité sur le pouvoir? Est-ce que ce sont les véritables raisons qui le poussent à s'impliquer dans ce conflit au Soudan? Mais en revenant aux implications, je pense qu'il faut qu'on le dise clairement. Ce qui se passe au Soudan est sur une échelle peut-être mineure ou amoindrie de ce qui s'est passé dans le monde à travers l'histoire depuis 1919 à la fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la SDN est tombée? Parce qu'aujourd'hui, elle est rentrée dans les mêmes contextes que soulevait Morgan par rapport à l'Union africaine, c'est-à-dire manque de perspective, manque de propositions par rapport au conflit qui était sous ses yeux. Et la SDN n'a pas fait d'autre chose que de disparaître pour laisser la place à l'ONU. 1945 à 2024, qu'a fait l'ONU concrètement sur les terrains de guerre depuis 1945? Pas grand-chose. Et je le souligne souvent, on a mal géré trois choses: la décolonisation, la mondialisation et la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin a ouvert le front par rapport à l'affrontement de deux blocs, l'Est et l'Ouest, qui pour moi aujourd'hui est devenu l'affrontement entre le Nord et le Sud. Et ça se perpétue. Nous avons des affrontements entre deux factions, même dans notre continent. Et c'est ça, moi, ce que j'appelle l'affrontement par procuration au Soudan, en Somalie, dans le Sahel, en Libye, et j'en passe. Je trouve qu'il est important, très important, que les Africains se saisissent de ces questions, qu'ils puissent faire des propositions et qu'ils puissent trouver de véritables solutions. Sans quoi, je pense que cette vision mortifère va continuer. Et le drame dans l'histoire, c'est que les populations en paient les prix. Vous allez voir, au Soudan, il y a des millions de déplacés. C'est énorme en termes de chiffres. Et le drame humanitaire qui se déroule au Soudan n'a aucun équivalent dans ce qui se passe sur le chiquier européen. Je compare avec l'Ukraine ou dans la bande de Gaza. Ça n'a pas de pareil. C'est un véritable drame. Et tout le monde est silencieux. Ça, c'est une très mauvaise note. Et je finirai là-dessus en abordant la question des causes de ce conflit. On va pas entrer dans les causes parce que si nous entrons dans les causes, nous n'allons pas sortir de là. En 2 secondes. Non, moi j'attends juste ma réponse. En 2 secondes, les véritables causes, en réalité, c'est les intérêts. C'est les intérêts, le pétrole et aussi les mines d'or qui ont été découvertes récemment au Soudan, qui ont toujours été d'ailleurs exploitées dans le noir. Et c'est ça ce qui attise véritablement l'intérêt de cette puissance. L'Émirat arabe uni investit autant d'argent, autant d'armement, parce que ayant un accord avec les FSR de MDT. Et ça, c'est quand même dramatique par rapport à l'avenir de ce Soudan. On vous aura compris, l'autre escale nous conduit du côté de l'Afrique australe, où lors de sa visite au Lesotho et en Afrique du Sud, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il souhaiterait qu'il y ait des sièges permanents pour les Africains au Conseil de sécurité. En visite en Afrique du Sud, il a laissé les Africains rêver un tant soit peu par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Morgan. Oui, déjà, c'est impressionnant et c'est un sujet qui va dans le même sens que celui dont on vient de parler. C'est comme si on demandait de laisser sa maison sale et de venir s'occuper de balayer la maison du maître, entre griffes. Le maître entre griffes parce qu'on dit c'est pas le maître. Voilà, on va vous donner une opportunité de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationale en tant qu'acteur majeur. C'est très bien, de façon symbolique. C'est important. Mais la question légitime qu'on devrait se poser, c'est quelles sont les capacités? Est-ce que les pays africains, de façon à la fois individuelle et groupés,
ont les capacités nécessaires pour influencer, non seulement dans la prise de décision, mais dans la mise en œuvre de la décision quand on parle de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour répondre à ces questions, il faut regarder deux aspects. Premier aspect, l'aspect pragmatique, et deuxième aspect, l'aspect, disons, analytique. L'aspect pragmatique, combien de conflits en Afrique ont déjà été résolus de façon claire et nette par les acteurs africains impliqués de près ou de loin dans ces conflits? J'essaye de tourner mon regard. Je regarde ce qui a traumatisé l'Afrique de l'autre côté avec le génocide rwandais. Je regarde comment est-ce que ce génocide a pris fin. Je ne vois pas forcément une implication très majeure des acteurs sous-régionaux ou même régionaux. Je regarde de l'autre côté de ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui en RDC. En RDC, entre la RDC et le Rwanda. Je regarde qui sont les pays limitrophes ou de la région ou même de l'Union africaine qui se sont impliqués pour apporter la paix. Ça continue. Je regarde ce qui se passe de l'autre côté du Nigeria avec les troubles sécuritaires. Quand je regarde tout ceci d'un point de vue pragmatique et objectif dans l'histoire des relations en Afrique, nous n'avons pas vu cette capacité-là émerger. Maintenant, d'un point de vue analytique, tous ces pays qui se retrouvent au Conseil de sécurité, surtout ceux qui prennent des décisions, ont deux choses irréfutables. La capacité militaire en matière d'armement et la capacité économique pour pouvoir appuyer dans la mise en œuvre de leurs décisions. Et c'est pour cela que ces pays ont ce qu'on appelle le veto et ont des sièges permanents. Ce n'est pas des sièges qu'on leur a donnés, c'est des sièges qu'ils ont acquis par de là leur position et leur capacité d'influence des décisions. Et donc, qu'en serait-il des sièges octroyés? Est-ce que ceux à qui on va octroyer ces sièges auront la capacité réellement d'apporter un poids? Alors, avec ta permission, je vais me retourner vers Joël. C'est bien beau, hein, cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies, comme l'a dit Morgane. À regarder de très près quand même, hein, l'Afrique, c'est quand même le seul continent qui a près de 1,4 milliard d'habitants, qui n'est pas permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que les pays africains sont prêts? Je n'ai pas l'impression qu'on le soit, sauf à me contredire par des faits nouveaux. Il y a quelque temps, ça aurait pu faire illusion et ma réponse aurait pu être positive. M. Gutiérrez est bien gentil, lui-même est assis sur un siège qui tangue. Et je ne sais plus. De toute façon, c'est normal, c'est quand même pas la maison de son papa, non? Donc à un moment donné, il va falloir qu'il cède le fauteuil à quelqu'un d'autre. On a par le passé des secrétaires généraux qui avaient de l'autorité. Oui, avant c'était un banc. Avant c'était un fauteuil. Maintenant c'est devenu un siège éjectable. Voilà. Donc, voyez-vous, et j'ai peur que ce soit un os qu'on soit en train de jeter à l'Afrique à croquer pendant qu'on s'occupe d'autres choses. Vous voulez dire qu'ils sont sur le point de nous endormir pendant qu'il y aura quelque chose d'intéressant ailleurs, c'est ça? Oui, ailleurs ou sur notre dos. C'est-à-dire qu'on est pratiquement sûr qu'on ne pourra pas se mettre d'accord. Le leadership africain aujourd'hui, comme Morgan l'a démontré, n'a pas pu prendre ses responsabilités en situation sur un certain nombre de conflits. Et d'ailleurs, sur même la même scène angolaise, il était question ce week-end d'un sommet qui aurait pu aider à mitiger le conflit entre la RDC et le Rwanda. Et regardez comment quelqu'un qui passe pour un grand leader africain a réussi à se jouer de tout le monde pour chercher à imposer un mouvement quelconque, un mouvement de fantoche dans une négociation, dans une discussion sérieuse. Et donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, quels que soient les uns et les autres. Et il faut d'abord reconstruire ce leadership africain avant de prétendre à plus. Moi, j'en attends rien. Et même si on nous le donnait, on est loin de démontrer une capacité, une volonté soutenue d'attaquer, de tacler les problèmes qui sont les nôtres avant même de prétendre apporter, contribuer à des solutions à un niveau planétaire. C'est vrai, ça fait mal de se voir négligé, de se voir partie quantité négligeable. Et on a tout fait aussi pour être méprisé.
Alors, pour sortir... La question n'est plus d'actualité pour moi. Alors, pour sortir de ce sujet, très rapidement, Hamzat, l'Afrique a-t-elle véritablement surmonté tous les obstacles les plus importants parce qu'il a quand même essayé de dire que les pays africains ne sont pas encore prêts à être membres permanents, mais lorsqu'on écoute le secrétaire général des Nations Unies, il a estimé que l'Afrique a déjà surmonté certains obstacles les plus importants concernant son entrée au niveau du Conseil de sécurité. Alors, vous qui êtes quand même expert en relations internationales, ma foi, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à comprendre ou à essayer d'élucider très rapidement ces quelques obstacles que nous avons surmontés, au dire du secrétaire général des Nations Unies? Je serais d'accord avec Joël sur un certain nombre de points, mais je trouve que tout dépend de quel côté on prend le sujet. Je pense que si on reste dans le baromètre occidental, selon lequel c'est la puissance qui régit le monde depuis 1945, l'Afrique n'est pas du tout prête. On doit être clair là-dessus. Parce que pour accéder à la notion de puissance en tant qu'État, il faut être déjà un État. Il faut assimiler le concept de l'État-nation. Et le concept de l'État-nation, c'est plusieurs étapes, c'est une cohésion sociale, démocratique. Ça n'existe pas en Afrique. En tout cas, on n'y est pas. On n'y est pas parvenu depuis 1960. C'est un constat. Mais si on va se positionner autrement, c'est-à-dire sur le baromètre de la démographie, sur le baromètre des contextes de ce monde, du monde actuel, je pense que l'Afrique joue un rôle central dans tout ce qui se passe. Quand vous prenez les conflits, la majorité des conflits se déroulent... Mais vous jouez un rôle central en tant que quoi? Figurant? En tant que figurant, probablement, mais en tant que potentiel acteur aussi capable de changer ce qui se passe. Potentiel acteur. On peut aussi être un acteur malheureux, hein? Bien sûr, c'est le cas de ça. Ou alors nous sommes un spectateur heureux. Enfin, je pense qu'entre les deux, vous pouvez déjà vous situer, puisque pour moi... Non, mais tous, en tant qu'analyste... Il y a le malheur d'avoir de vastes territoires où les gens viennent expérimenter les armes à longue portée. Justement. C'est ça, la question du Soudan, du Tchad, et de la RDC, et plus ce qu'il y a dans le sous-sol. Exactement. Et quand on va remonter à l'historique, je pense qu'on va se perdre, parce que ces vastes États dont on a hérité... Sinon nous allons dormir ici. Exactement, ces vastes États dont on a hérité, on en paie aujourd'hui les fruits. Quand Kwame Nkrumah disait, mais attendez, si vous accédez à l'indépendance dans ce contexte, vous allez vous retrouver piégé dans le contexte précolonial et colonial. Et on est en plein dedans. Nous avons des États qui, pour moi, sont des États faillis, qui n'existent pas, mais qui essaient de faire de grands discours au Conseil des Nations Unies ou à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour revenir au fond de votre question, je pense que l'Afrique a vraiment une place à prendre, parce que on ne peut plus continuer à prendre des décisions sur nos têtes. Certes, on n'est pas prêt sur l'échiquier de la puissance et sur bien d'autres choses, mais je pense que ces questions ne doivent plus être débattues sans l'Afrique. La question est de savoir, est-ce que l'Afrique peut s'organiser en faisant en sorte qu'on désigne un ou deux États? Parce que c'est là où est toute la question. La deuxième chose, et je finis là-dessus, autant que l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, autant l'Allemagne aussi n'est pas représentée au sein de ce Conseil, alors que l'Allemagne joue un rôle également stratégique dans le monde. Donc c'est pour dire qu'on a l'Allemagne n'est pas représentée, certes, mais quand même le vieux continent est représenté. Oui, bien sûr, à travers la France et la Grande-Bretagne. Mais ce que je veux dire, elle est précise, c'est que nous devons revoir notre façon de penser le monde. Je pense que l'ONU est restée bloquée en 1945. Je ne cesse de le dire. On n'a pas une organisation des Nations Unies, on a une organisation des Nations désunies. Et Kofi Annan, gagnantes de guerre. Kofi Annan, dans son discours pendant longtemps, a toujours tenu en sorte que l'Afrique soit priorisée au sein des instances légitimes, légales ou illégales. Mais il a toujours pris en compte ce côté où on estimait le non-peuple en intégrant vraiment l'Afrique. Kofi Annan. Aujourd'hui, on n'a plus une personnalité forte à la tête des Nations Unies. Et je pense que c'est aussi un des problèmes qui fait en sorte que l'organisation ne fonctionne pas, surtout quand il s'agit des questions cruciales qui concernent le continent africain. On ne peut pas régler les problèmes africains sans les Africains. Alors, je crois que cette question, elle mérite carrément une seule émission. Je crois que
on la fera les jours prochains parce que à cause d'Amzat, on n'a pas encore fait cette fameuse émission sur l'Israël. Là, nous allons du côté du vieux continent, une autre escale qui nous conduit très rapidement en France où chacun aura à répondre à cette question. François Bayrou, enfin, je suis Premier ministre en France. Et les ennuis commencent. C'est ce qu'il a dit en citant un prédécesseur, un grand leader français qui a dit « et les ennuis commencent ». Mais je pense que François Bayrou, il est content, mais il est aussi inquiet. Et il a raison d'être beaucoup plus inquiet que content. Parce que quand vous écoutez le discours de passation de service entre lui et Barnier, M. Barnier, c'était très clair. Barnier lui souhaitant ou l'exposant les difficultés auxquelles il a fait face et lui précisant le fait qu'il était conscient que ses jours étaient comptés dès sa prise de fonction. Et Bayrou, pour lui faire comprendre que oui, qu'il est conscient de l'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France n'est que le résultat du comportement très désavantageux des acteurs politiques français, pas du peuple français. Le peuple français a parlé de façon très claire aux législatives. Une rupture totale avec ce qui se faisait jusque-là en propulsant le Rassemblement national. Mais les acteurs politiques français ont estimé que le peuple s'était trompé et donc ont trouvé le moyen de réorganiser les choses afin de faire blocage. Et ce blocage, ils en payent le prix aujourd'hui. Et c'est ce qui va continuer parce que Bayrou ne pourra pas, Monsieur Bayrou ne pourra pas faire le miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle Bayrou. Non, il n'y a pas de miracle Bayrou, mais il y a une opportunité d'apporter un plus maintenant. À quoi ça va servir? Je pense que les jours à venir nous le diront. Alors, président du MODEM, il a longtemps cherché... se pose s'il a prié. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce que Bayrou est l'homme de la situation en France? Oui, il est pour ce qu'il a essayé. Pour quelques semaines ou quelques mois? Oui, pour quelques semaines. Sur l'instant, il l'est. Et demain, il ne le sera peut-être pas parce que il faut quand même convenir qu'il est dans la situation de la France, dans la situation des partis politiques, le plus petit dénominateur commun. Il n'y a pas... On ne peut pas en trouver. Donc, vous voulez dire que lui, par exemple, il n'a rien à perdre, rien à gagner? Oui, parce qu'il a su, malgré tout, entretenir des relations assez correctes avec la gauche et la droite traditionnelle. Des centristes. Oui, je ne dirais pas qu'il est champion de l'extrême centrisme. Deuxièmement, il coche la case de la résistance à Macron. Et on l'a vu dans l'espèce de psychodrame qui s'est déroulé même vendredi ou jeudi. Oui, un jeune a tiré des mortiers. Non seulement ça, mais dans ces dernières audiences avec M. Macron les heures qui ont précédé sa nomination ont quand même montré une tension et laissé préfigurer une espèce de cohabitation, ce que les Français adorent. Oui, mais dans ce cas, est-ce que nous aurons une cohabitation, genre qu'on a eu Chirac-Mitterrand? Non, ou alors ce sera une cohabitation. Pas exactement, parce que lui, il n'a pas du monde derrière lui, il n'a pas une majorité. Et le défi pour lui, c'est d'arriver à faire une unanimité. À constituer un arc aussi flexible. L'arc de Noé, c'est ça, ou bien l'arc de François? Qui pourrait sauver la France, qui tantôt tend donc vers la l'arc de gauche, François, qui pourrait sauver la France. Tend vers la droite. D'accord. Et le défi serait de savoir comment on évite Marine Le Pen, et qui pour moi est la grande dame de cet instant. Oui. Et on a beau l'exclure, on a beau mettre de côté. La pestiférer est la pierre angulaire rejetée, et on a besoin pour l'édifice. Et elle a démontré un sens politique extraordinaire à ce niveau, en rappelant qu'il n'est pas question de se dessaisir de la possibilité de lancer encore des motions de censure, bien d'en appuyer. Et c'est l'équilibre de la terreur. Voilà. Et c'est à travers les institutions que les Français eux-mêmes se sont donnés. À eux de décider de changer de cap, d'apprendre à négocier, d'apprendre à se parler et à constituer des coalitions comme leurs voisins européens savent le faire depuis longtemps, et à vouloir se singulariser dans leur régime semi-présidentiel ou super majoritaire, ils sont là à être le ridicule du monde. Et en tout cas, l'Afrique risque d'en sourire, pour ne pas dire de s'en moquer. Alors, pour sortir de ce sujet français, très rapidement, c'était juste une escale de quelques minutes, donc l'avion redécolle, mais d'avant.
Il a longtemps voulu, ce poste, il a longtemps été au devant de la scène politique française, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné qu'Emmanuel Macron a servi à donner à François Bayrou? Non, je pense qu'il ne se l'est pas fait servir, il se l'est approprié. Parce qu'il n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai. T'es pas le premier, Monsieur mais Bayrou, il est le dernier. Certainement, Donc, je ne suis pas sur ça dur. Mais M. Bayrou, il a une très bonne expérience de la gestion de la chose politique. Il a été déjà au gouvernement, je pense, J'ose pas. Non, même sur le Macron, donc il a été débarqué très rapidement. Ouais. En termes de Il a été, scandale. Oui, mais il a été aux affaires, mais il n'a pas été Premier ministre. Non, il non. a été ministre Alors, si de je suis ministre l'Éducation. chargé des poissons et autres, et on me nomme Premier ministre, c'est pas pareil. Disons les choses clairement. Je pense que ça va être un exercice difficile pour M. Bayrou. Déjà, dans les prochains jours, il faudrait qu'il arrive à former un gouvernement. Former un gouvernement dans ce contexte aujourd'hui, je pense que c'est se tirer, c'est se vider le chargeur quasiment dans les deux pieds. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Hamzat, Vous avez, Il ne reste que les mains. il ne reste plus rien parce que sans pied, je ne pense pas que vous puissiez aller loin. En réalité, l'Assemblée est très hétéroclite, l'Assemblée nationale. On a 577 députés qui sont aux extrêmes majoritaires. Vous avez le Rassemblement national de Marine Le Pen, mais il n'y a pas que. Il y a aussi une autre extrême qui refuse d'être extrême, mais le front, enfin le parti de M. Mélenchon, le LFI, oui, ils sont dans la nouvelle... dans le nouveau Front populaire. Je pense qu'ils ont des positions également très tranchées qui ne ressemblent pas du tout à ce que fut la gauche de Mitterrand. Donc ça montre à quel point la dynamique ou le rejet des Français par rapport à la dynamique traditionnelle de l'évolution des partis politiques est en train de s'orienter. Je pense que les Français veulent une rupture. Je suis d'accord avec Morgan par rapport à la question de la rupture. Quand on veut rompre, on fait parfois des choix extrêmes. Et le choix du Rassemblement national de Marine Le Pen n'est pas parce que les Français veulent de son programme, mais parce qu'ils en ont marre. Le deuxième obstacle sera l'obstacle budgétaire. Vous ne pouvez pas être un Premier ministre sans, surtout en cette période, poser les fondements de votre budget pour l'année qui va venir. Et ça va être la chose la plus compliquée pour Bayrou. Je pense que ça pourrait même entraîner un autre vote, une nouvelle censure, je vais dire, par rapport à son gouvernement. Parce que les Français rejettent ce budget. Surtout le précédent de l'exercice 23-24, c'est un budget qui asphyxie les Français. Au niveau des impôts, du revenu sur impôt, au niveau du logement, au niveau de plusieurs points, je pense que c'était un suicide. Et ramener cela sur la table au nom d'un équilibre budgétaire, ça n'a pas de sens. La dernière chose. Non, je ne vais pas te laisser. Non, je ne vais pas vous laisser aller à la dernière chose. On souhaite déjà bonne chance à François Bayrou. Et là, nous nous retrouvons du côté de la Turquie. Dans une France très endettée. Voilà, d'accord. Un peu comme les PTT, quoi. Bon, nous terminons par la Turquie. L'ultime offensive rebelle en Syrie. Ankara a déclaré avoir convaincu Téhéran et Moscou de ne pas intervenir. Morgane, c'est vrai qu'on en avait déjà un peu discuté sur ce plateau. Alors, est-ce que en déclarant cela, la Turquie nous apporte une nouveauté? Bon, tout dépend de celui qui reçoit l'information. Si vous parlez de nous autres, de ce continent, c'est une information qui réellement ne nous apporte... Je parle de nous de façon générale. Mais non, si vous regardez ceux qui sont de l'autre côté, les pays de l'Ouest, oui, c'est une information qui viserait à montrer la capacité diplomatique de la Turquie qui depuis cette situation entre la Russie et l'Ukraine est en train de vouloir se positionner comme un deal breaker très incontournable. Donc si la Turquie a réussi à convaincre la Russie et Téhéran de ne pas intervenir, alors c'est un succès diplomatique remarquable qui positionnerait la Turquie à un point très important des enjeux actuellement sur le plan planétaire. Maintenant, ça c'est si c'est effectif. À regarder la Russie que nous connaissons tous et à regarder l'Iran dans leurs différentes
dans leurs différents couloirs d'affrontement, je pense que même si la Turquie n'était pas intervenue, ce serait difficile pour la Russie de vouloir aller porter assistance à la Syrie. Pareil pour l'Iran, parce que ces deux États ont déjà des responsabilités de défense de leur intégrité territoriale et de leur intérêt stratégique. Toutefois, laissons le bénéfice du crédit à la Turquie et apprécions. Alors, avant de revenir vers vous, Joël, je vais me retourner vers Hamzat. Lorsque on a un peu écouté l'intervention du ministre turc des Affaires étrangères, on constate dans cette guerre syrienne, de près ou de loin, que quelque part, ils sont restés maîtres du jeu durant cette guerre en Syrie. Certains estiment qu'ils en sortent gagnants. Même moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont les véritables gagnants? Je pense qu'il y a 3 acteurs clés qui peuvent se taguer d'être des gagnants de la chute de Bachar al-Assad. Premièrement, il y a la Turquie sur le front, parce que la Turquie avait certains intérêts géopolitiques, géostratégiques liés à sa propre sécurité par rapport à la question des Kurdes, qui n'est d'ailleurs pas terminée et qui inquiète sérieusement Ankara. Le deuxième acteur, c'est les États-Unis. Alors, Trump a tôt fait de dire ce qui se passe en Syrie ne concerne pas les États-Unis, mais c'est de la rhétorique trumpienne. Et je pense que face ça a toujours été le narratif des Américains, ne jamais s'afficher quand leur intérêt est en jeu. Et où se situent leurs intérêts? C'est les puits pétroliers. Le dernier acteur, c'est Israël. Et Israël est impliqué dans plusieurs conflits, je vais dire, dans cette région, et mettre fin ou permettre contribuer à mettre fin au régime de Bachar al-Assad, c'est rompre définitivement ce pont qui liait Damas aux multiples factions chiites dans la sous-région qui alimentaient surtout le Hezbollah libanais. Damas, on le sait très bien, convoyait des armes vers le Hezbollah, et ça nourrissait encore plus le conflit entre le Hezbollah et Israël. Donc, mettre fin au régime de Bachar al-Assad, c'est une façon de sécuriser, et ça de façon pérenne, les intérêts israéliens dans la sous-région et de leur donner un certain regain en matière de puissance sous-régionale. Mais à qui cela ne profite pas? Je pense que ça dessert déjà ceux qui sont arrivés au pouvoir. Ça, on doit être clair là-dessus. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, ce n'est pas des anges, il faut être clair là-dessus. Ils ne sont pas venus instaurer une démocratie ou réinventer la justice sociale. Du tout pas. Ils pourraient réinstaurer la charia, vous pensez? Je pense que nous serons face à un Afghanistan bis ou à minima un Irak bis. Ça ne sera pas un État islamique forcément, mais je pense que ce sera un État très autoritaire. Ça les dessert dans la mesure où quand vous avez Israël dans votre dos, eh bien, vous allez... Oui, mais si vous ne cherchez pas des lois à Israël, Israël ne vous en cherche pas, ou bien? Ah non, mais quand vous êtes un État souverain, vous êtes censé diriger sans être inquiété par qui que ce soit. Et aujourd'hui, Israël est en train de montrer clairement sa position vis-à-vis de ce gouvernement. La deuxième personne à qui cela ne sait pas, le deuxième acteur, c'est évidemment Téhéran. Parce que je pense que Téhéran est dans une posture très compliquée aujourd'hui. En ayant Israël à ses portes, en ayant affaibli déjà le Hezbollah au Liban, je pense que l'Iran a été amputé. Un peu quelque part aussi le Hamas. Hein. Exactement. L'Iran a été amputé. Et ce changement de régime à la tête de l'État, c'est en 12-14 jours, Téhéran ne s'y attendait vraiment pas. Donc il va falloir reconstruire le narratif, reconstruire l'alliance traditionnelle qu'il y a eu durant toutes ces décennies entre la Syrie et l'Iran. Et je ne pense pas que ça puisse aussi prendre de façon fluide dans la mesure où justement le nouveau régime n'est pas un régime chiite, ils sont traditionnellement des sunnites et je pense que ça va être la véritable difficulté. Et enfin la Russie, parlons-en de la Russie. Je pense que la Russie n'a pas du tout été inquiétée. La Russie a 2 bases en Syrie. Et tout à l'heure par rapport à l'implication de l'Afrique, je pense que les Africains sont concernés puisque les bases russes en Syrie servait de base, je vais dire, de préparation par rapport à l'Africa Corps,
Wagner, qui intervient sur les chantiers et les terrains en Afrique. Donc, je pense que les intérêts de ces pays qui ont un montant de souveraineté très élevé auront un regard très rapproché par rapport à la question. Je pense que la Russie va jouer un rôle crucial par rapport à l'avenir de ce nouveau régime qui arrive, dans la mesure où il pourrait être l'avant-garde ou le seul bouclier capable de les préserver. Je pense que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Même si Bachar al-Assad... Alors, non. Là, on va permettre aussi à Joël de réagir. Pour finir... Non. Hamza et moi, on se connaît. Je préfère arracher ma parole pour te la donner à maintenant, si tu ne veux pas de ma parole, je vais la donner à Morgane. Mais je sais que tu as bien envie de dire quelque chose. Non, bon, on peut se poser des questions. Oui. Aujourd'hui... Erdogan se vante d'avoir été le grand artisan de cette affaire. On se demande pourquoi il n'a pas pu peser par rapport à Israël. Ou alors il y a connivence avec Israël pour dépecer la Syrie, chacun selon son intérêt. Et lui pour anticiper le remembrement d'un Kurdistan, de l'Irak en Syrie, en passant par la Turquie. C'est absolument ce projet qu'il faut éviter. En passant par l'Iran aussi, parce qu'il y a des Kurdes en Iran aussi. Le grand Kurdistan s'étend. Voilà, et donc tous ceux-là ont un intérêt commun et à toujours bouter hors du champ la question kurde. Et il n'est pas dit que les Kurdes vont s'en tenir à ce qui se passe ou bien à ce qui s'est passé. Et donc, il se vante, il va trop vite en besogne. Son intérêt, c'est le Kurdistan. Oui, s'il peut être reconnu comme un commis, comme un intermédiaire, un peacemaker ou je ne sais pas quoi, et si ça lui offre le ticket d'entrée enfin pour l'Union européenne, ce qui ça on n'en est pas sûr. Si on n'en est pas sûr, c'est que c'est pas évident, hein. Son chemin de Damas risque d'être encore plus long. Voilà. Et en fin de compte, je voudrais dire que l'Occident, les médias occidentaux ont fait un petit effort de discernement, mais vont toujours nous conduire avec leurs œillères dans des erreurs insoutenables qu'on va payer. Vous avez très bien fait de rappeler le parallèle de l'Iran et des talibans. Ouais. Le régime qui est là est obscurantiste et viole... Enfin, on nous a tout dit là-dessus, et pourquoi tout d'un coup, ils seraient des libérateurs, ils seraient des gens désirables. Et c'est vrai, il n'y a pas que la grille démocratique. Le monsieur s'est taillé sa barbe, celle d'Amzati est même plus fournie que la sienne maintenant. Il est dans des costards maintenant. En tout cas. Bien propre. Mais l'Occident se méprend et habilement. Non, oui, mais est-ce que vous croyez que cette fois-ci, est-ce que vous croyez que l'Occident va se laisser prendre à ce piège? Oui, elle s'est laissée et elle est inconséquente. On a déroulé le tapis rouge à Assad. C'est Sarkozy qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce qu'on lui disait? Pas. C'était l'allié le plus intéressant qui soit. Et tout d'un coup, on peint ce monsieur dans du noir le plus sombre qui soit. Mais nous allons subir encore ce conflit à travers les Syriens qui vivent dans nos pays, qui sont immensément présents en Afrique de l'Ouest, à travers le continuum d'armes et d'intérêts entre l'Africa Corps, Wagram et la Russie. Et décidément, l'Afrique est encore aux abonnés absents et n'a rien à dire par rapport à ça. C'est ça qui est étonnant. Alors, dernière question pour sortir de ce sujet et mettre la clé sous le paillasson. Le consultant en géopolitique, les cartes sont désormais redistribuées dans cette partie du monde, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que la Turquie sera toujours le maître à jouer de HTS ou alors ces derniers chercheront d'autres protecteurs? Il faut comprendre que dans la dynamique actuelle, il y a nécessité d'avoir d'autres protecteurs. On ne peut pas se contenter de la Turquie. Maintenant, parfois... Vous voulez dire qu'il ne faut pas faire confiance à la Turquie? Non, je ne sais pas ce que je dis. Déjà que la confiance n'existe pas dans le cadre des relations internationales, mais ce sont les intérêts. Je dis simplement qu'il faut bien faire attention à ces intérêts de part et d'autre et savoir. Encore que il y a d'autres qui ont des intérêts qui peuvent les imposer. Et avec ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde,
la Syrie, en tant qu'État, n'est pas sortie de l'auberge. Parce qu'il y a plusieurs groupes qui prétendent à la gestion des portions de la Syrie. Ce ne serait pas étonnant de voir que ça se divise. Ce ne serait pas du tout surprenant. Et il y a aussi des acteurs qui ne se sont pas encore dévoilés, qui ont joué forcément dans ce à quoi on assiste. Ce n'est pas juste ce groupe de rebelles qui ont fait tomber le régime Assad. Je pense que le régime... de se contenter de siéger à Damas pendant que le reste du pays serait dépecé. Voilà. Je pense que M. Attaï a complété ce que j'étais en train de dire. Et c'est le fond de ma pensée. Il faut que chacun regarde ses intérêts et y travaille. En une minute, en une seconde, enfin 10 secondes, chacun de vous, le fait que la Syrie est pleine de petites minorités, est-ce que ce n'est pas un avantage aujourd'hui où nous n'avons pas une élite quand même majoritaire au niveau de la Syrie? Moi, je pense que les cartes ne sont pas du tout redistribuées, les cartes sont déchirées en Syrie. Cela va donner, en quelque sorte, quand je disais Afghanistan bis repetita, ça va être vraiment le cas. En Syrie, c'est encore plus accentué parce que au-delà de la séparation religieuse, il y a la question des ethnies. Bachar al-Assad et son père ont réussi à faire 50 ans parce qu'ils ont réussi à dominer ces petites minorités. Ils ont réussi. Oui, mais eux-mêmes, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas issus d'une ethnie majoritaire. Absolument, ils sont minoritaires. Vous allez le constater, dans la sous-région, c'est les minoritaires souvent qui arrivent à dominer l'ensemble parce que l'ensemble est multifragmenté. Et c'est le cas de la Syrie aujourd'hui. Je pense que déjà, sous ce format, le chef du HTS n'est vraiment pas le chef. D'accord, oui, c'est bon. Autour de lui, oui, c'est bon. Il n'est pas le chef. Il pourrait avoir des dissensions et ça pourrait amener une fissure dans la fissure par rapport à la question de la Syrie. Alors, Joël, le fait que la Syrie ait quand même des petites minorités, est-ce que ce n'est pas un avantage aussi? Ce serait un avantage si, militairement, l'équilibre de la terreur s'établissait rapidement. Sinon, on passerait le temps un peu déchiré. Ce serait un conflit irrédentisme. Enfin, sans parler de l'irrédentisme, certains, on a parlé des Kurdes, mais dans ces minorités, il y en a également qui sont assez vivaces. Enfin, on ne parle pas de la population et à tout le moins d'une partie du corps émergent de cette société syrienne, malgré tout. Il y a une société civile qui pourrait démontrer sa capacité à fédérer les uns les autres autour d'un projet d'État unitaire, laïque et autres là. Et donc la Syrie nous réinventerait ou inventerait quelque chose qui permet d'envisager l'avenir, mais c'est loin d'être acquis. Il faut que les voisins et les puissances autour aussi leur collent un peu la paix et ne continuent pas d'embraser le foyer. À cette condition, il est possible que du corps social émerge peut-être une solution négociée. Alors, Joël a parlé de la réinventation. Est-ce que ces minorités-là, justement, ne peuvent pas permettre aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé à la Syrie, de se réinventer? D'un point de vue objectif, non. Pourquoi? Parce que les acteurs externes ont beaucoup d'intérêts et ils ne laisseront pas faire. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas encore la société civile qui ne contrôle presque rien, mais c'est les intérêts de ces acteurs-là qui ont une capacité d'influence énorme. Le premier étant Israël, qui ne fait que déjà insister sur le fait que c'est de son chef qu'on a eu ce renversement. Et donc, la Turquie aussi, hein. Donc. Entre Israël et la Turquie. Israël qui s'en est donné à cœur joie pour pilonner l'arsenal militaire syrien. Voilà, chers amis internautes. On n'a pas touché aux bases russes, c'est un message aussi. Voilà, chers amis internautes. Des puissances, oui. C'est la leçon aussi qu'il faut tirer de cette situation. Cette fois, c'est la bonne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission décryptage de l'actualité internationale cet après-midi. Nous sommes allés au Soudan. Nous avons fait une escale du côté de l'Afrique australe. Une autre escale nous a conduit du côté de la France où enfin François Bayrou est devenu Premier ministre. Et nous allons terminer par la Turquie qui a déclaré avoir convaincu Téhéran et Moscou de ne pas intervenir lors de l'offensive décisive du groupe rebelle en Syrie. Alors, j'ai reçu pour vous Morgana Sogba-Métonji. C'est toujours un plaisir. Hein? Hamzat, un délice de toujours vous avoir pour décrypter l'actualité, même si j'en ai fini. Voilà. Joël, merci. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESA Télévision, la meilleure des web TV.